Et si la personne que tout le monde croyait perdue entendait chaque nuit la voix d'un enfant sans que personne ne le sache? Dans l'un des plus grands hôpitaux de Lyon, le service de réanimation ne dormait jamais vraiment. Les lumières y restaient tamisées, les pas feutrés, les voix basses. Les machines, elles, ne se taisaient jamais. Elles respiraient pour les patients, surveillaient leur cœur, traduisaient en courbes lumineuses les signes fragiles de la vie. Dans une chambre isolée reposait Étienne Beaumont. Entrepreneur influent, homme d'affaires redouté, habitué aux décisions rapides et aux bureaux lumineux des grandes tours de verre, il était désormais immobile, allongé sous des draps blancs, relié à des appareils qui rythmaient ses jours et ses nuits. Un grave accident de voiture l'avait plongé dans un coma profond depuis plusieurs mois. Les médecins parlaient d'un état stable mais désespéré. Son cœur battait, ses organes fonctionnaient, mais aucune réaction consciente n'apparaissait. Aucun mouvement volontaire, aucune réponse aux stimuli. Certains membres éloignés de sa famille venaient parfois, brièvement. Ils restaient debout, silencieux, mal à l'aise, puis repartaient vers leurs obligations. Peu à peu, les visites se firent plus rares. Sylvie Mercier, infirmière depuis plus de 30 ans dans cet hôpital, connaissait bien ce genre de silence. Elle avait vu des réveils inattendus, mais aussi des adieux discrets. Elle s'occupait d'Étienne avec le même professionnalisme que des autres patients, ajustant les perfusions, vérifiant les constantes, notant chaque détail dans son dossier. Puis elle remarqua quelque chose. Chaque nuit, aux alentours de 2h17, elle avait fini par regarder l'heure. Les paramètres d'Étienne changeaient légèrement. Son rythme cardiaque s'accélérait de quelques battements. Son activité cérébrale montrait de petites vagues inhabituelles. Rien d'alarmant, rien de spectaculaire, mais assez pour être étrange. Cela ne se produisait jamais le jour, toujours la nuit, toujours à la même heure. Au début, elle pensa à un simple hasard biologique. Le corps a ses mystères, ses cycles invisibles. Pourtant, nuit après nuit, le phénomène se répétait avec une régularité troublante. Intriguée, Sylvie décida un soir de rester discrètement à proximité de la chambre, au lieu de poursuivre sa tournée immédiatement. C'est là qu'elle la vit. Une petite silhouette se glissa timidement dans la pièce, une enfant d'environ 8 ou 9 ans. Elle referma doucement la porte derrière elle, comme si elle entrait dans un lieu sacré. Elle ne semblait ni effrayée ni mal intentionnée, juste déterminée. Sylvie reconnut la petite fille. C'était Léna, la fille de Claire Rivière, une femme de ménage qui travaillait de nuit dans l'hôpital. Claire, courageuse et discrète, élevait seule sa fille et faisait des heures supplémentaires pour joindre les deux bouts. Elle ignorait manifestement que Léna quittait parfois le local où elle faisait ses devoirs pour s'aventurer dans les couloirs. Léna s'approcha du lit d'Étienne. Elle tira une chaise, monta dessus pour être à sa hauteur, puis prit sa main entre les siennes. Sa voix était douce, presque chuchotée. « Bonjour. Je suis revenue. » Elle parlait simplement. Elle racontait son contrôle de mathématiques, sa meilleure amie qu'il avait ignorée dans la cour, son rêve de devenir vétérinaire. Elle lui confiait ses peurs et ses espoirs comme on le ferait avec quelqu'un qui écoute vraiment. À 2h17 précises, les écrans commencèrent à réagir. Sylvie observa le souffle court. Les lignes vertes s'animèrent légèrement. Une activité cérébrale plus marquée apparut. Le cœur battait un peu plus vite. Ce n'était pas une preuve scientifique formelle. Mais la coïncidence était trop parfaite. Léna, elle, n'en savait rien. Elle continuait de parler, puis fredonna doucement une berceuse que sa mère lui chantait autrefois. Une mélodie simple, fragile, mais pleine de tendresse. Sylvie sentit un frisson la parcourir. Après toutes ces années passées en réanimation, elle avait appris à se fier autant à son expérience qu'aux chiffres. Et tout en elle lui disait qu'il se passait quelque chose. Le lendemain, elle consulta les relevés informatiques. Les pics nocturnes correspondaient exactement aux horaires de présence de la petite fille. Nuit après nuit. Elle aurait pu signaler l'intrusion, faire respecter le règlement strict de l'hôpital, interdire l'accès. Mais en repensant aux courbes qui s'animaient et à la main inerte qui semblait peut-être réagir à cette chaleur, elle prit une décision silencieuse. Elle ne dirait rien. À partir de ce moment-là, chaque nuit devint une attente. Une question suspendue dans l'air stérile de la réanimation. Que se passait-il réellement dans l'obscurité entre une enfant et un homme que tout le monde croyait absent ?
Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner, merci. À partir de ce moment-là, chaque nuit devint une attente. Sylvie ne considérait plus ces variations comme de simples anomalies biologiques. Elle avait désormais un élément concret, la présence de Lena. Pourtant, elle voulait être certaine. Pendant plusieurs jours, elle observa sans intervenir. Elle nota les horaires exacts d'entrée et de sortie de la petite fille, compara les données médicales, analysa les enregistrements d'activité cérébrale. Le constat était troublant de cohérence. Lorsque Lena entrait dans la chambre et commençait à parler, l'électroencéphalogramme montrait une activité plus marquée dans certaines zones du cerveau, notamment celles associées à l'audition et aux émotions. Le rythme cardiaque d'Étienne s'accélérait légèrement, sans jamais devenir dangereux. Puis, une fois la fillette partie, les constantes revenaient progressivement à leur niveau habituel. Rien d'assez spectaculaire pour alerter toute une équipe médicale, mais suffisamment précis pour ne plus relever du hasard. Sylvie décida alors d'en parler prudemment au médecin référent d'Étienne, le docteur Morel. Elle ne mentionna pas immédiatement Lena. Elle présenta d'abord les graphiques. Regardez l'heure. Chaque nuit, la même variation. Le médecin fronça les sourcils. Une stimulation externe, une variation hormonale nocturne. Sylvie hésita une seconde, puis dit calmement « Il reçoit de la visite ». Le docteur la fixa, surpris. Après quelques explications, il accepta d'observer lui-même. Une nuit, ils restèrent tous deux derrière la vitre, les lumières tamisées. À 2h15, Lena entra comme d'habitude. Elle ne savait pas qu'on l'observait. Elle s'approcha du lit, posa sa petite main dans celle d'Étienne. « J'ai eu 16 en dictée aujourd'hui. Tu crois que c'est bien ?» Sa voix était naturelle, sincère, dépourvue de peur. Elle parlait à un homme inconscient comme à un grand-père silencieux. À 2h17, les écrans réagirent. Le docteur Morel s'approcha instinctivement des moniteurs. L'activité cérébrale augmentait clairement. Il resta silencieux un long moment. « C'est inhabituel », murmura-t-il. Ils décidèrent de ne pas interdire les visites. Officiellement, rien n'était consigné. Officieusement, toute l'équipe de nuit fut informée de fermer les yeux. Les jours passèrent, et les variations nocturnes devinrent plus nettes. Les réponses neurologiques gagnèrent en intensité. Un matin, lors d'un test de stimulation, Étienne présenta un léger mouvement involontaire des doigts. « Réflexe spinal », expliqua prudemment le médecin, mais Sylvie avait vu quelque chose de différent. Elle repensa à la main de Lena serrant la sienne. Puis vint le jour où tout bascula. Ce matin-là, la lumière traversait les stores de la chambre. Sylvie ajustait une perfusion lorsqu'elle sentit un changement presque imperceptible dans l'atmosphère. Elle leva les yeux. Les paupières d'Étienne frémirent. Elle resta immobile, croyant à une illusion. Puis, lentement, ses yeux s'ouvrirent. Confus, désorientés, mais ouverts. « Monsieur Beaumont, vous m'entendez » Un clignement. Lent, fragile. L'alerte fut donnée. L'équipe médicale se précipita. Les examens confirmèrent ce que personne n'osait encore prononcer. Il sortait du coma. Les jours suivants furent consacrés aux tests neurologiques. Étienne parlait peu. Il semblait chercher ses mots, ses souvenirs. Certains détails de sa vie professionnelle lui échappaient. Des visages lui paraissaient flous. Mais une chose revenait avec insistance. Il y avait une voix, dit-il un soir d'une voix rauque. Une petite voix. Elle parlait tout le temps. Elle racontait des choses simples. Sylvie sentit son cœur se serrer. « Vous vous souvenez de ce qu'elle disait ?» Il secoua légèrement la tête. « Pas précisément, mais je savais que je n'étais pas seul. » Quand on lui révéla l'existence de Lena, il resta silencieux longtemps. Aucune colère, aucun reproche, seulement une émotion difficile à dissimuler. « Ne la punissez pas », dit-il fermement, ni elle, ni sa mère. Claire fut convoquée, tremblante, persuadée d'avoir commis une faute grave sans le savoir. Elle s'excusa à plusieurs reprises. Lena, les yeux embués, tenait la main de sa mère. Étienne demanda à les voir. La rencontre fut simple, pas de discours spectaculaire. Lena resta d'abord derrière sa mère, puis lui tendit doucement la main. « C'était toi, n'est-ce pas ?» La petite fille hocha timidement la tête. « Je voulais pas que vous soyez tout seul. » Un silence lourd d'émotion envahit la pièce. Ce jour-là, quelque chose changea définitivement dans le regard d'Étienne. Lui qui avait dirigé des entreprises, négocié des contrats internationaux et bâti un empire financier, réalisait qu'il devait sa seconde chance non à une stratégie ni à une technologie révolutionnaire, mais à la présence sincère d'une enfant.
et pour la première fois depuis son réveil, ses yeux se remplirent de larmes. Les larmes d'Étienne ne furent pas un simple moment d'émotion. Elles marquèrent le début d'un changement profond. Sa rééducation fut exigeante. Il dut réapprendre certains gestes, renforcer sa mémoire, reconstruire peu à peu son endurance physique. Les médecins expliquaient que son réveil était médicalement possible, mais restait difficile à expliquer dans sa rapidité. Pourtant, au-delà des bilans cliniques, Étienne savait une chose avec certitude. Il n'avait pas traversé l'obscurité seul. Durant sa convalescence, il demanda régulièrement à voir Claire et Léna. Pas comme un bienfaiteur, ni comme un homme puissant rendant service, mais comme quelqu'un qui avait besoin de comprendre. Il découvrit la réalité de Claire. Les horaires de nuit, la fatigue constante, les factures empilées, le rêve abandonné de devenir infirmière, faute de moyens financiers. Il comprit que si Léna venait lui parler chaque nuit, ce n'était pas par curiosité malsaine, mais par une intuition d'enfant, celle que personne ne devrait rester seul dans un lit d'hôpital. Un après-midi, alors que Léna dessinait assise près de lui, Étienne l'observa longuement. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il doucement. La petite haussa les épaules. « Parce que vous aviez l'air triste. » Cette phrase simple le bouleversa plus que n'importe quel diagnostic médical. Pendant des années, il avait accumulé richesse et reconnaissance. Pourtant, dans la chambre silencieuse de réanimation, aucun associé, aucun partenaire d'affaires n'était resté des heures à lui parler. Une enfant l'avait fait. Une fois sorti de l'hôpital, Étienne prit des décisions inattendues. Il délégua une grande partie de ses responsabilités professionnelles. Il réexamina ses investissements. Il s'éloigna progressivement d'un environnement familial distant, où l'image comptait plus que les sentiments. Puis il revint voir le directeur de l'hôpital. Il proposa de financer un programme structuré, encadré par des psychologues et des médecins, permettant à des enfants volontaires, accompagnés et préparés, de rendre visite à des patients plongés dans un coma long ou en situation d'isolement extrême. L'objectif n'était pas de promettre des miracles, mais d'apporter une présence humaine régulière, chaleureuse et authentique. Le projet suscita d'abord du scepticisme. Puis, les premiers essais montrèrent des effets positifs. Diminution de certains marqueurs de stress, meilleure stabilité cardiaque, réactions neurologiques parfois encourageantes. Les spécialistes restaient prudents, mais reconnaissaient l'impact émotionnel. Le programme fut officiellement lancé. Léna en devint le symbole discret. Pas une mascotte médiatique, pas une héroïne exhibée, simplement une petite fille qui avait rappelé aux adultes que la science et l'humanité ne s'opposent pas, elles se complètent. Claire, de son côté, put reprendre des études grâce à une aide financière qu'Étienne mit en place sans jamais la présenter comme une dette à rembourser. Quelques années plus tard, elle obtint son diplôme d'infirmière. Le jour où elle enfila sa blouse blanche, Étienne était présent dans la salle, applaudissant en silence. Quant à lui, il n'était plus le même homme. Son entreprise évolua vers des projets à impact social. Il investit dans la recherche médicale, dans des structures d'accompagnement pour les familles de patients hospitalisés longtemps. Il parlait moins de profit, davantage de responsabilité. Mais lorsqu'on lui demandait ce qui avait changé sa vie, il répondait simplement « une voix d'enfant dans le silence ». Ce qui avait commencé comme une visite secrète dans une chambre de réanimation est devenu un mouvement plus large, une nouvelle manière de penser le soin et la présence. Aucun miracle spectaculaire, aucun événement surnaturel, juste une vérité simple. Parfois, la présence sincère d'un être humain peut atteindre un cœur que toutes les machines du monde ne parviennent pas à toucher. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Nous ne savons jamais à quel point notre simple présence peut compter pour quelqu'un. Un mot, une main tendue, quelques minutes d'attention peuvent changer une vie entière. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, laissez un commentaire et partagez autour de vous. Dites-nous d'où vous regardez et ce que cette leçon vous inspire. Parce qu'au fond, la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on donne.